bonne journée sur votre radio. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bienvenue au bar de l'économie à ceux qui nous rejoignent. Et pour nous suivre, je vous rappelle, le player sont sur notre plateforme bardeléconomie.fr et sinon en vidéo, toujours en direct via Facebook, page Bar de l'économie. Alors aujourd'hui, on va parler de relance, on va parler bien sûr de budget de la ville, de la dotation de l'État. On va parler de où en sont les projets du Val d'Oise. On va parler aussi de la consultation du président sur les élections et puis de la stratégie de Lidl en France et puis de numériser ses boutiques, ses commerces et si on est artisan ou commerçant grâce à mes invités du jour et j'accueille tout de suite Philippe Sueur. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs, auditrices. Vous êtes le maire de la ville d'Enghien-les-Bains, le premier vice-président du département du Val d'Oise, en charge de l'économie. Ensemble, donc, nous parlerons du budget de la ville d'Enghien, de la dotation de l'État, c'est nouveau pour vous, et de la relance, où en sont les projets du Val d'Oise pour faire le point comme nous avions fait il y a un mois. Mais j'aimerais aussi que l'on parle de la consultation voulue par le président Macron au sujet des régionales, si vous voulez bien nous en dire un petit peu plus, cette consultation surprise qui a été décidée vendredi. À vos côtés, Jean-Baptiste Léger, bonjour, rebonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous êtes le directeur des affaires publiques et RSE de Lidl en France. Alors Lidl, c'est 1550 supermarchés, c'est 25 plateformes logistiques, 30 000 collaborateurs, dont 97% de salariés en CDI, c'est important. On aimerait bien d'ailleurs connaître la moyenne des salaires, si vous pouvez nous donner des fourchettes. Et puis un nouveau Lidl s'installe à Pierrelet en Val d'Oise et donc là aussi on sera intéressé de voir un petit peu comment il est conçu. À nos côtés, Ludovic Jaffre, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous êtes le PDG de Linkeo, vous proposez des solutions de site internet, de click and collect, de prise de rendez-vous en ligne et on sera très intéressé par vos solutions puisque vous êtes quand même un spécialiste de la TPE, de l'artisan, du commerçant et donc j'ai vu des sites vraiment très spécialisés, très dédiés, donc on va voir ce à quoi on a droit si on travaille avec vous et comment ça se passe. Mais tout d'abord, comme d'habitude, les infos du jour et donc je vous propose la première info du jour, c'est la famille royale britannique qui est en deuil. Le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, est mort à l'âge de 99 ans. Le duc d'Édimbourg, hospitalisé pendant un mois, en février, à Londres, avait retrouvé son domicile depuis la mi-mars. Le prince a accompagné la souveraine dans sa mission pendant plus de 70 ans. Alors, Philippe Mountbatten donc, a vu le jour en 1921 au palais de Montrepos sur l'île grecque de Corfou. Descendant du roi de Grèce et du Danemark par son père, le prince André de Grèce, et des parents de la famille princière allemande par sa mère, Alice de Battenberg. Il a 18 mois lorsque la famille est poussée à l'exil. Son oncle, le roi Constantin Ier, est contraint d'abdiquer peu avant la fin de la Première Guerre mondiale. À l'issue de la guerre gréco-turque, fin de 1922, en fait, les militaires prennent le pouvoir. Donc à 7 ans, il est envoyé au Royaume-Uni chez son oncle maternel, George Mountbatten. Son père, lui, s'installe à Monte-Carlo avec sa maîtresse et sa mère, dépressive, victime de crise mystique et diagnostiquée schizophrène, est internée en Suisse. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Philippe se bat au bord des navires de Sa Majesté. 3 ans plus tard, il demandera la main de sa fille, donc Elisabeth, au roi George VI, alors qu'il est sans fortune, sans rien. En privé, ce mariage sera accepté, bien sûr. Et en privé, il reste en tout cas le chef de famille au niveau de la famille royale d'Angleterre. Mais en public, le prince consort se résigne à devenir le second de sa femme, marchant toujours 2 pas derrière elle, comme l'exige le protocole. Si le prince Philippe avait accepté le second rôle pour lequel il a signé pour une vie entière, il était le véritable chef de clan dans la vie privée de la famille royale. D'ailleurs, la série Netflix, The Crown, a mis en avant le prince Philippe au rang de star. On se rend compte qu'il a dû renoncer à sa carrière militaire, à sa nationalité, à son nom, à sa religion. On y découvre que c'est l'un des membres les plus actifs de la famille royale en termes de nombre d'obligations par an, beaucoup d'inaugurations et de parrainage. Et tout ça grâce à cette série qui est très proche finalement de la réalité. Philippe Sueur, vous voulez réagir ?
Oui, pour dire que c'est une très belle figure, qu'il a attiré la sympathie, je pense, d'abord du peuple anglais, mais également du monde entier. Et puis, bon, c'est une résurgence. Hein. La monarchie constitutionnelle anglaise est encore très ritualisée, alors que les autres monarchies européennes sont beaucoup plus simples, beaucoup plus populaires en quelque sorte. Enfin, c'est une belle figure. En tant qu'historien du droit, je pense que cette famille royale, on en entend beaucoup parler et elle dure, enfin je veux dire, ça fait longtemps qu'elle est au pouvoir. Oui, mais c'est toute la question du symbole du chef de l'État. Hein. Bon, en Angleterre, comme dans les monarchies constitutionnelles, hein, c'est un roi ou une reine, hein, bien sûr. Donc, des questions de succession ne se posent pas autrement que, hein, évidemment, dans la personne même, mais il n'y a pas d'élection. Le véritable pouvoir démocratique, et Dieu sait si l'Angleterre en est porteuse hein, depuis pratiquement hein, le XVIIIe siècle, tout au moins la fin du XVIIe siècle, hein, et donc un modèle, hein, comme quoi on peut arriver à une harmonie avec une stabilité hein, à travers la figure de l'État et du chef de l'État hein, et son exercice démocratique hein, dans un gouvernement qui est, lui, représentatif du peuple et de la volonté de ce peuple. Merci beaucoup, c'était notre hommage au prince Philippe décédé vendredi. Alors, le point Covid du jour, eh bien, le vaccin Janssen arrive en France. Le vaccin du groupe américain Johnson & Johnson ne nécessite qu'une seule injection pour protéger contre le virus et fonctionnera avec une technologie similaire au vaccin d'AstraZeneca. 200 000 doses arrivent pour toutes les personnes de plus de 55 ans à partir d'aujourd'hui, avec une efficacité établie à 85% sur les formes graves, selon les tests réalisés sur environ 40 000 personnes âgées de plus de 18 ans dans plusieurs pays d'ailleurs, notamment les États-Unis, le Mexique, le Brésil et l'Afrique du Sud. Ce nouveau vaccin utilise donc la même technologie qu'AstraZeneca, c'est-à-dire qu'on nous inocule un petit virus et c'est au corps donc de réagir. L'organisme va produire les anticorps spécifiques. Donc il peut être conservé durant 3 mois à des températures de réfrigérateur standard, ce qui facilite sa distribution chez les médecins ou les pharmaciens par exemple. Les effets secondaires les plus fréquemment observés lors des essais cliniques étaient une douleur à l'endroit de l'injection, des maux de tête, un peu de fatigue et des douleurs musculaires. Le géant américain Johnson & Johnson a annoncé étudier l'effet de 2 doses au lieu d'une seule sur la protection immunitaire. Donc on en saura un peu plus dans quelques temps. Philippe Sueur, où en est le centre de vaccination à Enghien-les-Bains? Est-ce que plus de doses arrivent comme prévu? Donc le centre fonctionne bien. Je crois que nous sommes arrivés à vraiment un très très bon rythme. Hein, et c'est l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui y participent, hein, à tous les personnels communaux, pas seulement d'Enghien, puisque c'est un centre hein, qui vaut pour une partie de notre agglomération Plaine-Vallée. Aujourd'hui, nous avons une capacité, sans pousser les feux, comme on dirait, hein, de faire environ de 800 à 1000 injections semaine, mais on peut monter à 2000 sans difficulté, pourvu qu'on ait les doses. Hein, quand on pense qu'on a démarré, qu'on a fonctionné pendant un mois, il faut le dénoncer, que nous n'avions que 200 doses par semaine, 200 doses. Hein, donc des files d'attente considérables hein, sur nos plateformes téléphoniques. Mais je crois qu'aujourd'hui, hein, vraiment, il y a une grande progression et c'est l'occasion de féliciter l'ARS. C'est pas souvent qu'on doit féliciter les services de l'État, mais l'ARS et à travers Madame Anne Carly, sa déléguée, hein, vraiment très très remarquable. Merci beaucoup pour ce commentaire. Une petite question par rapport aux variants brésiliens. Avez-vous entendu parler que la France laissait entrer à peu près 1000 Brésiliens par jour? Oui. Or, c'est le variant le plus méchant, on va dire. Ça serait. J'ai entendu, hein, comme vous tous, hein, là-dessus, que les flux entre le Brésil et la France sont très mal contrôlés. Hein, et j'entendais donc Philippe Juvin, l'ancien ministre, et Dieu sait s'il a laissé son nom, et c'est un médecin-chef hein, du service des urgences de Pompidou, dire que 1000 passagers entraient en France tous les jours venant du Brésil, sans contrôle sanitaire, semble-t-il, hein, appuyé. Il y a de quoi s'inquiéter, une fois de plus.
Merci beaucoup Philippe Sueur. Autre info du jour, c'est l'ENA qui disparaîtrait au profit d'un nouveau nom, l'Institut du service public, dès 2022. L'ENA, c'est l'École nationale d'administration, qui donc va changer de nom. Et c'est une présentation qui a été faite par Emmanuel Macron. Ça faisait partie d'ailleurs des grandes lignes de sa réforme lorsqu'il s'est présenté à la présidence. Toujours basé à Strasbourg, dans le Bas-Rhin, cet institut formera, comme aujourd'hui, les hauts fonctionnaires de l'administration. En revanche, 13 grandes écoles actuelles de l'État, comme Polytechnique ou encore l'École nationale de la police, y seront également affiliés. L'ensemble des hauts fonctionnaires de notre pays auront un tronc commun de formation sur l'écologie, le numérique, les questions d'inégalité, sur les rapports à la science et sur les valeurs de la République, a précisé Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. L'ENA, fondée en 1945 par le général de Gaulle et qui a donné 4 des 8 présidents de la République, dont Emmanuel Macron, est devenue le symbole des fractures de la France à la suite de la colère observée durant la crise des Gilets jaunes. La réforme doit aussi en finir avec le classement de sortie qui aujourd'hui désigne les meilleurs élèves de l'ENA au grand corps de l'État, comme l'inspection des finances. Le président souhaite que des profils plus diversifiés puissent y accéder en venant des universités et plus quasiment exclusivement des instituts d'études politiques comme Sciences Po. Alors, je vais poser la question. Philippe Sueur, c'est une réforme marketing ou vous pensez qu'on peut faire une réforme en profondeur ? C'est tout à fait le mot. Je pense que c'est tout à fait le mot. D'ailleurs, ça fait 50 ans que depuis Giscard d'Estaing que la France tente de se réformer, mais en matière de fonction publique, je crois que c'est très très difficile. L'ENA disparaît, donc le mot énarchie ne va pas subsister très très longtemps, ni énarque, mais ça change rien au fond. Et alors, la France a une particularité, c'est que toute sa fonction publique repose sur le concours. Donc on entre dans la fonction publique pour être titulaire ensuite par le concours, depuis le plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau. Donc l'ENA, l'agrégation pour les professeurs des lycées, l'agrégation pour les médecins ou pour les juristes, et c'est peut-être le moins mauvais système. En revanche, ce qui est vraiment très regrettable, c'est le manque d'ouverture, d'accès à la méritocratie dans la préparation des concours. Aujourd'hui, on peut dire que c'est par Sciences Po et pratiquement uniquement par Sciences Po Paris en particulier, qu'on prépare ces grands concours. Donc que ça soit l'ENA, que ça soit l'ENM. Moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais doyen, de mettre en place un système d'aide à la préparation à l'ENM, l'École nationale de magistrature, hors Sciences Po, avec des moyens qu'on m'avait donnés, mais absolument insuffisants. Et ces pratiques n'ont pas subsisté. Voilà. Donc aujourd'hui, annonce marketing. Les élections sont proches. Mais il n'y a pas, les hauts fonctionnaires ne sortent pas tous de l'ENA, il y a plein d'autres écoles. Oui, bien entendu, de même qu'un certain nombre d'ingénieurs qui sortent de Polytechnique vont faire l'ENA après, ou l'inverse, des écoles d'application comme l'on dit, mais il est certain que les grands commis de l'État, globalement, sortent des très grandes écoles. Merci Philippe Sueur. On va poser la question à Jean-Baptiste Léger, car vous avez fait une belle école d'ingénieur, vous. Exactement, moi je sors aussi du parcours des grandes écoles, donc la disparition de l'ENA, ou du moins son remplacement, c'est aussi un symbole. Et ça me touche aussi à titre professionnel chez Lidl, parce que vous parlez de diversité, vous parlez de méritocratie. Lidl, c'est 90% des cadres qui sont issus de la promotion interne, donc c'est une formidable école de développement pour les salariés, pour le capital humain en général. Mais l'école que vous avez faite, comme l'ENA, ce sont des écoles où on entre par concours. Est-ce que ça vous semble indispensable, le concours, ou est-ce que vous estimez que finalement il faut les supprimer, ces concours ? Moi, j'ai fait l'école normale supérieure. Je suis issu d'un milieu de classe moyenne. Donc pour moi, ça représente aussi une forme de méritocratie, une forme de justice face à des conditions de naissance ou de moyens qui sont différents. Tout système a ses marges d'amélioration. Et donc je pense qu'il faut effectivement continuer dans cette voie-là, tout en soulignant, en essayant de l'ouvrir à la diversité et en intégrant un peu le fonctionnement de la société française actuelle. Donc si je vous comprends bien, le concours c'est important, car en même temps ça montre une capacité de travail, c'est ça que vous voulez dire aussi ? Oui, et puis ça offre un socle d'égalité, mais c'est vrai que les conditions d'accès au concours, comme le soulignait Monsieur le maire, doivent intégrer cette diversité. Doivent être revues. Et puis peut-être aussi plus ouverts aux filles, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de femmes dans tous ces concours. On remarque que la majorité c'est quand même très masculin. Alors,
Un petit bémol, parce qu'il faut dire qu'à l'École nationale de magistrature, il faudrait peut-être même imposer un quota masculin parce que nous oscillons entre 70 et 75% de femmes reçues au concours. C'est vrai, il fallait le souligner. Merci de l'avoir rappelé, Philippe Sueur. C'est d'avoir un déséquilibre de représentation, en quelque sorte, dans les genres, dans la magistrature française. Merci Jean-Baptiste Léger pour ce commentaire. Je rappelle que vous êtes le directeur RSE et Affaires publiques de Lidl France. Autre sujet, on change de thème. Cette fois, c'est les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie qui lancent la première commande de trains bimode électrique hydrogène en France. Une étape historique dans la baisse des émissions de CO2 du transport ferroviaire. C'est donc ce qu'annoncent ces grandes régions et Alstom notamment qui fait part de cette commande par SNCF Voyage. Et donc, excusez-moi. Voilà, donc Alstom fait part d'une commande de SNCF Voyageurs, des 12 premiers trains bimode. Et donc, cette gamme sera issue de la gamme Coradia Polyvalent, ça s'appelle comme ça, de chez Alstom, pour Régiolis, pour un total de 190 millions d'euros, composé de 4 voitures. Ces trains à l'hydrogène, enfin bimode, électrique et hydrogène, sont longs de 72 mètres et offrent une capacité totale de 218 places assises et les mêmes performances dynamiques et de confort que la version bimode électrique diesel. Les premiers essais sont annoncés à fin 2023. Avec une autonomie allant de 600 km sur des lignes non électrifiées sans polluer, a indiqué le président d'Alstom France, Jean-Baptiste Henoué, qui envisage une mise en service commercial en 2025. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Sueur ? Je pense que ça va dans le bon sens. Voilà. Je suis vraiment enthousiaste de cette information. Je l'avais également reçue concernant l'aviation, puisque Airbus fera voler ses avions hydrogène pour 2029. Et déjà, ADP, Aéroport de Paris, est dans une stratégie de restructuration complète de la recharge en carburant, en énergie des avions, c'est-à-dire unité de production de l'hydrogène, les postes de liquéfaction pour le rechargement des avions. Donc c'est toute une stratégie qui n'est pas seulement dans les cartons, elle est active aujourd'hui et je pense que pour 2030, nous serons à peu près certains que les moyens courriers pourront voler à l'hydrogène et après, évidemment, tout est ouvert, comme quoi le modèle électrique n'est pas nécessairement le bon. Moi, j'ai toujours eu vraiment des interrogations, non pas sur ce mode extrêmement propre, mais sur le recyclage des batteries, la consommation des métaux rares et des produits qui sont nécessaires à la fabrication des batteries. Merci Philippe Sueur. Jean-Baptiste Léger. C'est une excellente nouvelle. En effet, Lidl, on s'est engagé, nous, à être dans les clous de l'accord de Paris, donc c'est-à-dire à limiter nos émissions de gaz à effet de serre à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Et donc, on va inaugurer au mois de septembre notre premier entrepôt avec des engins fonctionnant à l'hydrogène. Donc, c'est plus de 100 engins de levage qui vont fonctionner donc à l'hydrogène en Pays de la Loire, produits à 100% à partir d'énergie renouvelable. Donc, ce sera le parc d'engins de manutention le plus important d'Europe. Est-ce que c'est un coût très élevé? Est-ce que c'est un coût d'investissement important pour Lidl? Oui, c'est un coût d'investissement important. Après, Lidl, on est une entreprise qui investit beaucoup pour améliorer notre performance environnementale, notre performance énergétique. Donc ça rentre dans un plan global de modernisation de nos infrastructures, dans nos entrepôts et aussi dans nos supermarchés. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques minutes. On y reviendra tout à l'heure, bien sûr. Ludovic Jaffre, pardon. Pas de problème. Je pense que c'est une très bonne chose. L'hydrogène, ça résout effectivement le problème de stockage de l'électricité, qui est sans doute un fléau pour la planète à moyen et long terme, qui résout sans doute le problème du CO2 à court terme, l'électricité, mais c'est sûr que son stockage, il n'y a pas vraiment de solution idéale, et l'hydrogène permet d'éviter d'avoir à stocker l'électricité pour faire marcher les moteurs électriques. Voilà.
Donc c'était un mieux pour bien sûr notre environnement à tous. Merci beaucoup pour ces commentaires. Autre info du jour, c'est la chimie française qui accuse une baisse de production de près de 10% en 2020. La plupart des segments ont été touchés par cette crise sanitaire et un grand nombre de produits formulés entrant directement comme intermédiaires dans les cycles de production des clients ont été impactés. Le manque de débouchés à l'export a pénalisé toute la filière parfums cosmétiques. Les difficultés dans l'automobile et l'aéronautique ont affecté aussi les revenus des fournisseurs de peinture et de colle spécialisés. Le premier confinement a généré d'importants retards sur les chantiers de BTP et ça n'a pas été rattrapé. Le nombre de salariés dans l'industrie chimique française s'est stabilisé pourtant durant l'exercice 2020, mais plusieurs entreprises ont dû procéder à d'importantes restructurations. Certains acteurs, par contre, ont profité de la crise pour développer la production de gel hydraulique ou alors pour diversifier leur production. ExxonMobil, lui, annonce une suppression d'environ 240 emplois en France d'ici fin 2021. Mais trop d'autres acteurs ont su accélérer leur développement. C'est notamment le cas de NG Biotech ou de Sequence, par exemple. Autre information du jour, c'est Chiara Ferragni, 33 ans, qui entre au conseil d'administration de Tod's et qui affole la bourse. Alors pourquoi je vous en parle ? Eh bien parce que c'est une influenceuse de mode sur les réseaux sociaux qui devient dirigeante d'un grand groupe, le groupe Tod's, et ce qui montre que les grands groupes de luxe ont besoin des stars d'Internet pour rajeunir leur clientèle. Elle est suivie, Chiara Ferragni, elle est donc italienne, par 23 millions de personnes sur Instagram et son blog, ça s'appelle The Blonde Salad. Elle travaille comme mannequin. Elle collabore aussi comme styliste avec plusieurs marques comme Dior, Guess ou Chanel. Elle est nommée la blogueuse la plus influente du monde depuis plusieurs années consécutives. Un documentaire lui a d'ailleurs été consacré. Elle a lancé sa propre marque de chaussures et sa boutique en ligne. Les grands groupes du luxe ont besoin des stars d'Internet pour séduire les jeunes. Les cabinets de consultance Brain estiment que les millennials, nés dans les années 80-90, qui ont donc entre 20 et 40 ans aujourd'hui, représenteront 40% de la demande sur le marché de la mode du luxe et donc il faut les séduire et tout ça d'ici à 2025. En fait, la crise Covid, eh bien, les ventes de Tod's se sont effondrées de près d'un tiers l'année dernière et en diminution depuis plus de 5 ans pour la marque Tod's. Donc mais par contre, les investisseurs ont bien apprécié cette association et donc ont acheté l'action. Le cours a décollé de 13% après l'annonce de cette Instagrammeuse au conseil d'administration de Tod's. Je vous rappelle son nom, c'est Chiara Ferragni. Vous hochez la tête, Jean-Baptiste Léger. Ça vous plaît ? Oui, Lidl, on travaille aussi avec des Instagrammeurs. Vous aussi, du point de vue de l'âge peut-être, culturellement je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que nous on travaille aussi beaucoup avec des influenceurs sur des sujets de société. Par exemple sur les poissons responsables, on travaille avec des influenceurs pour faire connaître nos marques de poissons responsables. Sur aussi la nutrition, la santé, on travaille avec le chef, un chef sur YouTube pour faire passer justement des messages de santé publique. Merci Jean-Baptiste Léger. Ludovic Jaffre, est-ce que vous qui donc faites des sites internet, est-ce que les TPE commencent à vous demander des relations avec certains influenceurs ? Alors, avec les influenceurs, pas beaucoup pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience de l'importance des réseaux sociaux, en particulier d'Instagram, qui prend le pas sur Facebook progressivement, surtout pour les jeunes. Donc, il y a une vraie prise de conscience de la puissance de ces réseaux sociaux, et donc c'est assez naturel, je pense, que les groupes historiques essaient d'acquérir ces compétences pour développer leur communication et se faire connaître. Donc, c'est assez révélateur de la tendance actuelle des réseaux sociaux qui prennent le pas dans la communication de beaucoup d'entreprises, des petites mais aussi et principalement des grandes entreprises. On en reparlera peut-être tout à l'heure lors de votre interview spécifique. Et enfin, dernière info du jour, c'est pour la société Shein, ça s'écrit S-H-E-I-N. C'est le nom de la marque qui fait un carton chez les millennials toujours, et sur les applications qui leur sont destinées comme TikTok. Cette marque chinoise, je vous rappelle, propose des vêtements à prix très bas, entre 3 à 20 euros un maillot ou une robe, et elle a envahi les réseaux sociaux de publicité. Sur Instagram, le groupe totalise près de 19 millions d'abonnés. Je rappelle que c'est une société chinoise. Fin septembre, l'application Shein était en tête des applications de vente les plus téléchargées sur un iPhone. Pourtant, au-delà de ce chiffre, cette marque s'est lancée en 2008 sous le nom à l'époque de She Inside, et puis elle a été renommée en 2015 et elle est particulièrement opaque sur son histoire, ses revenus ou même sur la répartition de sa clientèle.
D'après plusieurs médias chinois, le groupe s'est toutefois vanté en 2019 d'avoir atteint un chiffre d'affaires de 20 milliards de yuan, ça veut dire 2,6 milliards d'euros, un chiffre qui aurait doublé en 2020 et qui atteindrait 5,1 milliards d'euros. Forbes évalue désormais le poids de Shine à 15,1 milliards de dollars. Alors leur stratégie, c'est proposer des produits peu chers. Ça, c'est pas nouveau. C'est une pratique très répandue dans l'industrie du textile. Regardez Zara, par exemple. Les soldes y sont très régulières. Les acheteurs récurrents obtiennent des remises. Et autre point fort de Shine, c'est jouer sur la consommation des millennials qui ont moins d'argent que les générations précédentes au même âge. Mais à 3 ou à 7 euros la paire de pantalons ou de top ou de maillot ou la robe, la qualité des tissus et les colorants notamment sont vraiment très bas de gamme et les 37% des avis sont très mauvais. Et là, moi, je dis attention à votre santé avec ces colorants et on met pas n'importe quoi sur la peau. Bref, je voulais quand même vous attirer sur cette info du jour. Voilà, c'est la fin de nos infos du jour. On va faire une petite pause musicale et on revient dans quelques minutes pour notre premier invité du jour, Philippe Sueur, maire de la ville d'Enghien-les-Bains et premier vice-président du département du Val d'Oise. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Restez chez vous. Et écoutez la meilleure des web radios. Écoutez la meilleure des web radios.